Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 5 minutes d'arrêt en droit de la famille. Pour ce 10e épisode, nous avons sélectionné 4 décisions marquantes du mois de mars. On commence avec toi, Sylvia, par une décision très médiatisée de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de déplacement illicite d'enfants. Merci Florence. Dans cette première affaire, les juridictions françaises avaient ordonné le retour d'un enfant auprès de son père au Japon en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. La CEDH juge qu'un tel retour ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la mère. Ceci pour 2 raisons. Premièrement, les juges nationaux ont retenu que l'enfant n'encourait pas de violences physiques ou psychiques. Deuxièmement, la mère ne démontrait pas la privation de ses droits parentaux au Japon. Peux-tu nous rappeler les particularités de l'espèce ? Bien sûr. Après avoir eu un enfant au Japon avec son époux de nationalité japonaise, la mère de nationalité française était retournée en France avec son enfant alors âgé de 2 ans pour les vacances. Elle a ensuite exprimé son intention de rester dans son pays et elle a demandé le divorce. À la demande du père qui n'avait pas donné son accord à ce déplacement, les autorités compétentes ont alors engagé une procédure de retour de l'enfant au Japon. Merci Sylvia. L'affaire est ensuite portée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Devant la Cour européenne, la mère reprochait aux juridictions françaises de ne pas avoir pris en compte l'existence de plusieurs risques graves. Elle citait notamment celui de perdre tout contact avec son enfant au regard de la législation japonaise. Rappelons que cette législation ne prévoit pas de garde partagée en cas de séparation des parents. Face à ce cas, les juges européens relèvent l'attention internationale portée à la question des droits de visite au Japon lorsque l'un des parents n'est pas japonais. Toutefois, ils estiment que les juridictions françaises ont suffisamment motivé leur décision au regard de ce risque. Passons maintenant à 2 arrêts par lesquels la Cour de cassation éclaire la procédure de partage judiciaire, dit complexe, et s'attache à redéfinir clairement les rôles des différents intervenants. Intéressons-nous tout d'abord au juge. Quel est son champ d'action lorsqu'il est saisi d'une contestation par les parties au stade de l'ouverture des opérations de partage ? Dans cette première affaire, qui concernait des ex-époux, ce qui faisait débat devant le juge était la prise en compte du paiement de taxes foncières que l'épouse divorcée disait avoir supporté seule. En principe, le juge doit trancher lui-même les contestations soulevées par les parties. Donc, jusqu'alors, violé ce principe, le juge saisi d'une demande d'ouverture des opérations de partage qui ne tranchait pas les contestations soulevées par les parties et qui renvoyait celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leur demande. Par un revirement de jurisprudence, la haute juridiction abandonne sa position pour mieux tenir compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire complexe. Elle reconnaît désormais au juge, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage, la liberté d'apprécier l'opportunité de trancher ces litiges ou bien de renvoyer les parties devant le notaire pour instruction. Dans cette dernière hypothèse, le juge ne risque plus mécaniquement la sanction du déni de justice. Et quelles sont les missions du notaire désigné et du juge commis ? Dans cette seconde affaire, il est rappelé qu'il appartient au notaire désigné dans le cadre d'un partage judiciaire de dresser un projet d'état liquidatif. Si les parties ne s'accordent pas dessus, le notaire consigne dans un procès-verbal les dires respectifs des copartageants qu'il transmet ensuite au juge commis. Ce juge établit alors un rapport au tribunal reprenant les points de désaccord subsistants amenés à être tranchés par la juridiction. Ce rapport fixe l'objet du litige, ce qui fait que toute demande nouvelle est irrecevable. Cependant, et c'est là l'enseignement principal de ce second arrêt, cette règle ne joue pas lorsque le notaire n'a pas établi de projet d'état liquidatif comme en l'espèce, mais seulement un procès-verbal de difficulté reprenant les points de contestation entre les parties. Intéressons-nous enfin à une demande de mainlevée d'une curatelle renforcée. Dans cette affaire, un homme aveugle demandait la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée prononcée à son encontre 3 ans auparavant. Malgré la capacité de l'intéressé à exprimer son opinion clairement, la Cour d'appel a rejeté sa demande au motif, notamment, que l'altération de ses facultés physiques le rendait totalement dépendant de son entourage pour les actes patrimoniaux de la vie civile. Mais la Cour de cassation n'est pas de cet avis. Elle rappelle que l'ouverture d'une curatelle exige la réunion de 2 conditions. Premièrement, une altération médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
Deuxièmement, la nécessité pour le majeur d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. En l'espèce, l'impossibilité pour le majeur d'exprimer sa volonté du fait de l'altération de ses facultés corporelles n'était pas établie. Le maintien de la mesure par les juges du fond n'était donc pas justifié. Et quelles leçons peut-on tirer de cet arrêt ? D'abord, cet arrêt confirme que pour décider de maintenir une mesure de protection, le juge doit établir la persistance des éléments qui ont justifié son ouverture. Ensuite, cet arrêt rappelle que l'altération des facultés corporelles du majeur ne suffit pas à justifier son placement sous une mesure de protection. En effet, cette altération doit être de nature à empêcher l'expression de la volonté. En conclusion, la cécité d'un majeur ne suffit pas à le maintenir sous curatelle renforcée. Merci beaucoup de votre attention. À très vite pour un nouvel épisode en droit de la famille.